on accueille le docteur Quay Trouillou de l'équipe mobile d'hygiène des Hospices civils de Lyon qui va nous parler, alors là, qui va nous raconter une belle histoire vraie, la science de communication pour communiquer la science, histoire vraie. Voilà, bonjour, vous m'entendez? Oui, Quay, s'il te plaît, merci de mettre ta présentation en grand écran. Sinon, on t'entend très bien. Oui, je vais essayer de faire ça. Alors, bien sûr, ça se passe toujours. Voilà, vous voyez l'écran? Très bien, merci. Merci. Donc, voilà, bah, je vais vous inviter à un voyage ou dans une histoire. C'est pas dans un fond ludique, hein, le titre en tout cas, la science et l'art de communication. Et pour vous donner une idée, je vous montre en tout cas les autres titres que j'ai proposés en tout cas, Aurélie et Olivier et Fernanda. Finalement, c'est une proposition de changer d'histoire. On est tous dans des bulles différentes. On a tous nos perspectives, nos vécus, nos expériences. Et si on reste dans notre bulle, souvent, on n'arrive plus à voir les perspectives des autres. Donc, on devient un peu défensif. Et là, l'idée d'une formation avec une histoire, c'est d'essayer de vous inviter dans une autre histoire, dans une autre bulle. C'est une histoire vraie pour communiquer la science. Cela nous invite à des idées différentes et d'être plus ouvertes à l'esprit. Et en fait, dans une formation, en tout cas, il faut oser partager, il faut être là avec la tête, le cœur et les trucs. Donc, pour la vaccination, contre la grippe. Donc, je vais... Alors, est-ce que j'arrive à passer... Pardon, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pardon, je vous donne un avertissement. Je ne suis pas expert de communication. Je suis maman de 3 enfants et ils aiment bien des histoires. Donc, je n'ai pas d'autres conflits d'intérêts. Là, pour cette présentation, il y a 5 types d'aides visuelles. Donc, faites attention parce que je vais vous donner un quiz à la fin. Et là, je vous invite dans une salle de soins. Donc, finalement, ça rapproche, hein, comme la formation que je faisais ou que je fais tout le temps avec les professionnels des EHPAD. On arrive, c'est 14-15 heures avec des professionnels. Donc, vous êtes aides-soignants, ASH, infirmières qui sont debout depuis 6 heures, 7 heures du matin. Là, je vous invite dans une salle, vous allez vous asseoir, vous allez vous endormir après avoir mangé et tout. Donc, vraiment, de passer par une histoire, c'est une invitation à participer. Je vous dis bonjour, je vous remercie pour votre temps. Je dis, en tout cas, comme je dis à chaque fois à la formation, il n'y a pas de questions bêtes chez moi. En tout cas, comme je dis à mes enfants, j'espère que vous allez me dire pareil. Personne n'aime être jugé, donc on est là vraiment pour apprendre ensemble. Je vais vous poser des questions aussi, donc je vous invite à participer maintenant aussi. Donc vous n'êtes pas spectacle, donc vous êtes participant, spectateur. Voilà, donc vous êtes là pour participer. Je vais vous raconter une histoire vraie. Alors moi j'aime bien beaucoup des graphiques, des données. Hein. C'est très, ça me parle beaucoup, mais je comprends aussi que ça ne parle pas à tout le monde. Donc j'essaie de vous faire passer des informations plutôt par une histoire. Je vous donne en tout cas le background. Il était une fois, en tout cas depuis 2015, il y a la présence des équipes mobiles d'hygiène à destination des EHPAD, des HCL,
dans les EHPAD à Lyon et ses alentours. Depuis 2015 en tout cas, et à partir de 2017, on fait systématiquement des sensibilisations à la vaccination contre la grippe. Et je vais vous poser la question maintenant et vous allez entrer vos réponses sur le chat. En 2018, donc c'est l'année où j'ai commencé la formation avec ces aides visuelles, je pose la question parce que c'était l'occasion, en tout cas 2018, c'était le bicentenaire de 100 ans d'un événement qui a causé beaucoup de morts. Qu'est-ce que c'est que ça cause? Donc, si vous pouvez rentrer vos réponses. Voilà. Donc, vous avez 5 secondes. En tout cas, je vais changer l'écran tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, un événement qui a causé beaucoup de morts il y a 200 ans, là vous avez tous parlé de la grippe espagnole. Et en fait, en 2018, il n'y a personne qui me dit la grippe espagnole. Parce qu'à l'époque, on n'en parle pas beaucoup de la grippe espagnole. On parle souvent, donc là, ils s'en souviennent en tout cas dans les journaux en 2018, on parle des cérémonies finalement pour la commémoration de la Première Guerre mondiale en tout cas. Donc il y a des mères qui posent des fleurs devant des monuments. Et là, dans la salle de soins, souvent, je montre ou je donne en tout cas, je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas les caméras sont très petites, mais je montre en tout cas un petit soldat vert et je les donne à la main. Ils ont quelque chose physique à la main qu'ils vont toucher, sentir en tout cas, et ça va faire rigoler les soignants. On les a invités à participer en tout cas. Et ça mène un peu à une compétition parce qu'avec une bonne réponse, on va donner un petit soldat. Donc, voici le premier aide visuel que j'utilise. Et ensuite, je vous pose la question. Donc, oui, la Première Guerre mondiale a causé beaucoup de morts, 10 millions. Mais en même temps, il y a, comme vous avez déjà commencé à répondre, en tout cas, un autre événement qui a causé plus de morts. Donc, 5 secondes, vous allez répondre à cette question, en tout cas. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, sur le chat, si vous avez répondu, en tout cas, vous voyez que oui, finalement, maintenant, on pense tous à la grippe espagnole. On est déjà beaucoup plus, on entend beaucoup plus parler qu'il y a 3-4 ans. Et là, oui, c'est quelque chose qui a causé beaucoup de morts, qui a causé plus de morts que la Première Guerre mondiale. Vous avez des photos des soldats finalement qui sont malades eux-mêmes de la grippe espagnole. Donc, il y a plus de morts par la grippe que par la guerre. Au même moment, je vais vous poser la question. Alors, normalement, dans une salle de soins, on a plus de temps. Là, on n'a que 20 minutes. Je prenais le temps, en fait, pour mettre tous les personnels, tous les professionnels dans l'histoire. Donc, on va parler de la Première Guerre mondiale, on va parler de la grippe espagnole. Pourquoi ça s'appelle la grippe espagnole? Parce qu'à l'époque, l'Espagne n'était pas en guerre, donc ce sont des journaux espagnols qui ont évoqué de cette maladie qui passe partout. Finalement, ça touche aussi la France, l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre et partout. Et puis, ça fait causer beaucoup de morts, mais ça fait beaucoup de peur aussi. Donc, il y a des villages qui ferment la porte, qui mettaient des gendarmes devant la porte d'entrée du village, qui ont des doigts à tirer sur des étrangers qui arrivent. Donc, c'était vraiment quelque chose de très effrayant. Je peux vous raconter plus d'histoires sur la grippe espagnole qui avait en tout cas un réservoir aviaire. Donc, c'était les oiseaux qui portaient. Donc, il n'y a pas de passeport sanitaire ou passeport vaccinal en tout cas parce que les oiseaux, ils vont passer par les frontières. Donc, c'était très compliqué, en tout cas, pour la gestion. Et après, on a fait le lien entre la grippe espagnole, cette histoire nouvelle qui nous a sorti de notre bulle, en tout cas. On va aller et faire le lien avec aujourd'hui. Donc, c'est très bien, ces histoires où c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça nous implique aujourd'hui avec la grippe? Donc, je vous pose la question. Aujourd'hui, à vos avis, la grippe a causé combien de morts par an en France? Donc, saison 2020, c'était un peu compliqué, mais saison 2019 peut-être. Et je vois des réponses. Oui. Est-ce que dans 5 secondes, 4, 3, 2,
1. Donc, et chaque fois, quand vous avez des réponses, je vous donne un soldat. Donc, toutes les personnes là qui ont répondu, vous aurez un soldat dans vos mains. Et ça fait rigoler les participants. On est tous dans l'histoire maintenant. On a des soldats dans la tête, dans les mains, devant nous en tout cas. Et oui, il y a 10 000 morts. Je crois beaucoup de bonnes réponses en tout cas. Il y avait 10 000 morts dans la saison 2019 à 2020. En saison 2017-2018, il y en avait encore plus, 15 000 morts. L'estimation de l'OMS, en tout cas, tous les ans, il y a plus de demi-million de morts par an causés par la grippe aujourd'hui. Donc, ce sont toujours un problème de santé publique. Et pareil, si on a plus de temps, on pourrait parler de la mortalité par âge, par tranche d'âge, que finalement, ça ne veut pas dire toujours que ce sont des personnes âgées ou des enfants qui sont plus à risque des microbes. Vous voyez, la grippe espagnole a touché surtout des personnes de bonne santé, des soldats qui sont en forme, hein, on espère en tout cas. Et comme le premier SARS-CoV, si vous voulez, en Asie du Sud-Est en 2002-2003, ce sont des personnes adultes de bonne santé qui sont touchées par ces deux virus différents. Donc, voilà, ça nous donne aussi l'idée, ou de la connaissance en tout cas, que finalement, c'est pas que des personnes âgées ou des enfants qui sont à risque, ça dépend des microbes. Et dans certains cas, ce sont des personnes de bonne santé qui sont touchées. Par exemple, pour le SARS-CoV-2, on ne sait toujours pas pourquoi, ce sont les hommes qui sont plus touchés que les femmes. Alors, dans la formation, donc je me promène avec ma petite pochette, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, on va parler toujours avec, ceci n'est pas un aide visuel que je voulais compter, mais on va parler de prévention avec des mesures d'hygiène. On va parler du virus de la grippe et sa mode de transmission. C'est le principal moyen de gérer finalement la transmission des maladies infectieuses. On va parler des symptômes et finalement de transmission de nez au nez. Donc c'est pour ça que les masques sous le nez ne sont pas efficaces parce que déjà on ne bloque pas l'entrée des virus, des gouttelettes infectieuses à la fosse nasale et en plus on les sème en même temps. Donc on pourrait parler de l'hygiène des mains, où 80% des infections passent finalement par les contacts manuportés. On peut parler de gestion de points de haute touche, de haut contact en tout cas, et de bio-nettoyage. Par contre, l'idée de cette intervention, en tout cas, c'est vraiment de faire parler de la vaccination. Et on va rester avec cette notion de soldat et faire le lien avec notre corps, donc les anticorps. Nous aussi, on a des soldats qui nous défendent des microbes dangereux. Ce sont nos anticorps. Je vous introduis en tout cas à mes professionnels ce concept finalement qu'un vaccin travaille avec nos anticorps et son efficacité est plus que moins dépendante à notre réponse immunitaire. Donc, bien sûr, une bonne formation va former des bons soldats. Mais si on a des personnes ou des soldats qui sont plus faibles ou on a des réponses immunitaires qui ne sont pas adéquates, on aura peut-être une réponse immunitaire moins, le vaccin est moins efficace, mais c'est pas vraiment un problème de vaccin. Ça dépend aussi sur la réponse immunitaire. Donc, on parle de vaccination, l'introduction des microbes qui sont inactivés. À ce jour, on ne fait plus d'inoculation. Ce n'est pas des virus vivants qu'on donne à quelqu'un, mais ce sont des virus qui sont affaiblis ou inactivés. Et l'idée, c'est d'apprendre à nos anticorps à reconnaître le virus ennemi. Donc, c'est comme un avis de recherche. On veut que nos anticorps reconnaissent des virus ou des microbes qui sont dangereux, sachant que le vaccin antigrippal contient des virus en morceaux. Ce sont vraiment donc qui ne peuvent pas causer de la maladie. Après, on va parler du principe, en tout cas, de formation, de temps de formation, en tout cas, la durée, 2 semaines. Finalement, comme les soldats ne sont pas formés dans une journée, ils sont formés quand même, ils ont besoin de temps, donc 2 semaines pour la formation des anticorps. Et
avec ça, on va prendre le temps d'analyser les scénarios. Finalement, je pose ces questions à mes professionnels et je me tais. Je vais leur donner du temps à réfléchir. Si je tombe malade le jour après la vaccination, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme vous avez dit, j'ai vu les présentations ce matin, en tout cas, c'est en comprenant pourquoi on agit dans une certaine façon, pourquoi ça facilite en tout cas la compréhension et de faire quelque chose. Donc, si je tombe malade, le jour après la vaccination, je laisse mes professionnels me donner des possibilités. Pourquoi? C'est quoi l'explication ici? Souvent, on va parler de la contagiosité. J'aurais des professionnels qui me disent oui, c'est ça qui s'est passé en tout cas pour moi. J'étais vaccinée, j'étais malade. En fait, mon mari a eu la grippe avant, je savais pas. Le jour de vaccination, j'avais pas de fièvre, pas de symptômes, donc je ne posais pas de questions. Et le jour après, on est tous tombés malades. On pourrait aussi parler de la durée de formation des anticorps, 2 semaines, donc les anticorps ne sont pas encore formés. Et on pourrait peut-être parler aussi de la saison des épidémies. En tout cas, en France, on se vaccine toujours en octobre ou novembre pour la vaccination contre la grippe. Et donc, on a peut-être d'autres virus qui courent, qui donnent les mêmes symptômes, mais ce n'est pas la grippe. Et donc, en même temps, j'aurais des professionnels qui me racontent, oui, j'ai eu la vraie grippe, qui était diagnostiquée par le TROD en tout cas, ou qui était bien diagnostiquée positive. Et ça donnait quoi comme symptôme? J'étais au lit pendant 7 jours, je ne pouvais plus bouger. Donc, c'est vraiment, ça nous donne aussi une idée des symptômes de la grippe qu'on pourrait aborder. Et aussi, parfois, on peut parler de souvenirs. On s'en souvient d'une injection, mais pas forcément de quelqu'un qui est tenu à côté de nous. Donc, on fait un lien entre un événement avec un autre événement, mais là, il faut qu'on analyse finalement, est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui les connecte ensemble? Ça nous permet, on invite les professionnels à analyser en tout cas les situations. Et donc, à la fin, avec le principe de vaccination, on sait que les anticorps ont mémorisé la forme finalement du virus. C'est très physique. C'est de reconnaître en fait la forme du virus pour pouvoir les bloquer vraiment physiquement. Donc, avec cette mémorisation de forme, les anticorps peuvent bloquer le vrai microbe. Alors, là, je vais sortir la deuxième aide visuelle. Donc, attention, le virus de la grippe est très malin. Vous entendez ici, ne me citez pas trop, mais je vais vous dire que finalement, le virus de la grippe est comme un Polly Pocket. Donc, un Polly Pocket, pourquoi? Alors, ma fille ne voulait pas me prêter son baby, donc j'ai, par contre, pris sa Polly Pocket, donc je vole les jouets de mes enfants pour faire des formations, c'est très chouette. Et je vais parler de virus de la grippe qui mute, qui change des habits tout le temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et mes professionnels sont très malins, ils vont me dire, oui, c'est la mutation. C'est ça, en fait. C'est la mutation, finalement, des protéines sur les surfaces du virus de la grippe. C'est un virus qui mute. Bon, toutes les choses mutent, mais surtout le virus de la grippe qui mute beaucoup et qui garde la mutation. Donc, c'est pour ça qu'on a en résultat plusieurs souches différentes, H1N1, H3N2, H5N5, jusqu'à H18N11. On a aussi la grippe A, B, C. Mais, donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Que faire? Comment choisissons-nous les souches pour les prochains vaccins? Donc, vous voyez, finalement, la grippe est beaucoup plus compliquée que le SARS-CoV-2 même. Le SARS-CoV-2, il n'y a que le protéine spike, le protéine S, mais la grippe a 2 types de protéines sur les surfaces. Donc, comment choisir le vaccin, les souches finalement pour rendre inactifs pour le prochain vaccin? Est-ce qu'on joue au loto? Est-ce qu'on regarde les couleurs de mode parisien? Est-ce qu'on regarde des données? Oui, je vois, il y a déjà des bonnes réponses. En tout cas, c'est finalement, on ne joue pas au loto. On voit bien finalement que
c'était avec les données des pandémies, on va prendre 150 laboratoires, des données de 150 à 200 laboratoires partout du monde qui sont coordonnés par l'OMS. Ce sont des données des saisons précédentes et des années précédentes et antécédentes, et on va du coup regarder les souches qui sont plus contagieuses, qui causent plus de maladies graves, et puis nous choisissons les souches par la suite. Dans la formation, il faut toujours avoir un peu de temps pour les questions en tout cas. J'encourage mes professionnels de poser des questions, c'est l'occasion de poser des questions. On a dit déjà chez nous, il n'y a pas de questions bêtes, donc c'est une safe space, c'est un espace sécurisé, il n'y a pas de jugement. Je ne connais pas toutes les réponses non plus, donc si vous me posez une question où je n'avais pas la réponse, je vais vous dire, c'est une bonne question, je ne sais pas pourquoi, je vais regarder et je reviendrai vers vous. Et c'est une invitation à réfléchir et à participer, à chercher ensemble. Donc, je vous montre la troisième aide visuelle que j'utilise. Et je vais poser la question finalement, je vais laisser les professionnels poser des questions et selon les questions, les aides visuelles vont m'aider en tout cas à illustrer les réponses. Avec le pansement, souvent la question c'est que si vous avez des enfants qui jouent à l'aide de jeu et ils tombent, ils se font des égratignures sur les coudes ou sur les genoux, qu'est-ce que vous dites finalement, honnêtement? Donc, si vous pouvez mettre vos réponses sur le chat, si vous avez des enfants à l'aide de jeu qui tombent, qui se font mal, des petits bobos, qu'est-ce que vous dites honnêtement à vos enfants? C'est pas grave. Je vois pas des réponses, mais j'imagine, comme la plupart des professionnels, vous pouvez me dire ce n'est pas grave. On va faire un bisou dessus. Donc, on ajoute une couche de microbes. On va frotter un peu. Oui, ça dépend de la gravité de la blessure. Mais en fait, souvent, c'est pas grave. Les enfants, ils guérissent en tout cas des petits bobos. On va les vacciner. Non. Alors, oui, on va désinfecter, on va mettre un pansement. Donc, d'où ça vient, c'est des visuels en tout cas. Et oui, nos enfants, finalement, ils sont exposés à plein de choses. Je ne sais pas si vous voyez en tout cas. Donc, la question, c'était directement de répondre à cette angoisse ou cette peur d'avoir trop de vaccins en tout cas, sachant qu'à ce jour, on n'a que 25 types de vaccins en usage. Hein. Il y a le DTP, il y a les hépatites B, A, F et tout. Il y a le vaccin ROL, il y a la varicelle, il y a l'encéphalite japonaise, il y a la fièvre jaune si on voyage, le typhoïde. Et aujourd'hui, il y a le vaccin contre l'Ebola, le Zika et la SARS-CoV-2. Donc, on parle finalement, on essaie d'aborder tout ça pour dire que finalement, nous sommes exposés tout le temps à des éléments étrangers, alimentaires ou pollution ou eau ou terre. On se coupe avec des couteaux à la cuisine en touchant de la viande crue. On se fait mal avec des épines au rosier ou la terre en jardinant. Et on n'est pas... et finalement, est-ce que c'est logique de dire qu'il y a trop d'éléments étrangers dans les vaccins, que finalement c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours? Ça nous permet d'aborder cette question. Vous avez en face de vous par la suite le quatrième aide visuelle. Donc ça c'est le quatrième. Il faut que je cache les marques pour ne pas faire les pubs en tout cas. Donc ce sont des sachets de thé. Et c'est une question qui est souvent posée, en tout cas, par mes professionnels dans les formations. Est-ce qu'il y a des adjuvants? Est-ce qu'il y a de l'aluminium? Est-ce qu'ils sont dangereux? Et là, je peux vous dire, en tout cas, pour le vaccin contre la grippe, il n'y a pas d'aluminium. Parce que puisque c'est un vaccin à faire tous les ans, on ne met pas d'adjuvant.
un adjuvant, c'est d'essayer d'aider les anticorps à garder la mémoire plus longtemps. Il y a des adjuvants dans le vaccin DTP, par exemple, parce que ce sont des bactéries et virus qui ne mutent pas. Donc, on peut avoir le même vaccin qui reste efficace pendant 10, 20 ans maintenant. Et puis, vous voyez, finalement, il y a par contre de l'aluminium dans tous les autres choses quotidiennes. Il y en a 25 mg par kilogramme de chocolat. Donc, on parle en tout cas proche de Noël, faites attention. Il y en a dans le thé. Je vais vous lire en tout cas des informations de l'Infobac, le site de l'Infobac, et vous voyez qu'il y a l'aluminium dans les fruits, les légumes, la bière, le vin, les assaisonnements, la farine, les céréales, les noix, les produits laitiers, le miel. Et finalement, il y a des études qui montrent en tout cas que jusqu'à 6 mois, les enfants qui sont vaccinés avec les vaccins obligatoires ou recommandés sont exposés à 4,5 mg d'aluminium. Donc, jusqu'à 6 mois, un bébé est exposé à 4,5 mg d'aluminium par des vaccins. Et dans ces mêmes 6 mois, si le bébé est allaité avec le lait maternel, ça 7 mg d'aluminium qu'il a ingéré. Si on utilise le lait infantile à base de lait de vache, de lait en poudre, ça 38 mg d'aluminium. Si on utilise le lait de soja, ça 117 mg d'aluminium. Et finalement, c'est normal. L'aluminium est le troisième élément de la Terre, après le feu et le silicone. Donc, quand on a des produits qui sont moins traités, des produits à base d'agriculture, finalement, il y a plus d'aluminium, ça vient de la Terre. Et dans le lait maternel, finalement, il y a moins d'aluminium. Et c'est donc le message à passer ici n'est pas qu'il faut arrêter de donner du lait infantile ou d'allaiter nos bébés. Le message à passer ici, c'est-à-dire que finalement, il ne faut pas avoir peur de l'aluminium et de comprendre pourquoi on utilise des noms chimiques pour des choses différentes, mais finalement, ce sont tous des produits chimiques. Là, vous avez des posters, en tout cas, d'un banane naturelle et tous les ingrédients dedans. Faites attention au monoxyde d'hydrogène qui est aqua ou l'eau, finalement. Donc, pour les chimistes, ça paraît évident qu'il ne faut pas avoir peur des molécules chimiques, mais pour les gens qui n'ont peut-être pas l'habitude avec des noms chimiques, ça peut porter plus d'angoisse. Donc, c'est d'aborder tous ces sujets dans un espace sécurisé. Et finalement, je vais vous montrer le dernier aide visuelle. Donc, c'est une petite voiture pour parler de la prévention et que finalement, les consignes ont évolué entre nous. Vous aussi, vous avez peut-être connu une époque où vous ne mettez pas de ceinture de sécurité dans la voiture. Vos enfants, quand vous étiez enfant, dans la voiture de vos parents, ça dévoile un peu l'âge de nous tous. Mais par contre, maintenant, c'est impensable de ne pas mettre la ceinture de sécurité quand on rentre dans une voiture, de ne pas mettre un bébé dans un siège auto, parce qu'on sait que ça les protège, ça marche, peut-être pas à 100%, mais ça marche et ça nous protège. Donc, c'est aussi l'idée de l'évolution des consignes, que ça peut changer et voilà, on va évoluer avec les connaissances et les données. Donc, maintenant, je vais vous laisser le temps de me donner les 5 aides visuelles. Est-ce que vous vous souvenez des 5 aides visuelles qui sont utilisées dans cette formation? Donc, vous pouvez entrer vos réponses sur le chat et la messagerie. Donc, les 5 types d'aides visuelles. Et quand vous entrez vos réponses en même temps,
je vais vous parler aussi de la science et l'art finalement de la communication et des formations. En tout cas, il y a besoin d'un terrain qui est favorable. On a besoin de temps. Il faut insister sur le temps, comme vous avez dit, vous avez évoqué dans vos expériences ce matin. Nous sommes équipe mobile d'hygiène. Nous ne sommes pas là tous les jours, tout le temps. Nous avons quand même besoin suffisamment de temps pour passer des messages clairs, pour pouvoir répondre aux questions à nos professionnels qui sont bombardés tous les jours, tout le temps, depuis des mois, depuis des années peut-être, par des éléments, des informations différentes. Donc, on a besoin du temps. Il faut essayer d'insister sur du temps, soit les fréquences, soit la quantité de temps pour pouvoir être à l'aise et d'échanger avec nos professionnels. On a besoin de lieux, finalement, une salle tranquille, lumineuse, idéalement ventilée, spacieuse. Alors, souvent, on est dans une salle de soins avec des téléphones qui bipent tout le temps et des gens qui rentrent, qui sortent. De plus en plus maintenant, nos EHPAD nous fournissent des salles de formation, donc qui sont plus adaptées, donc c'est plus facile à faire des formations. Alors, l'organisation, en tout cas, oui, on a besoin de soutien de nos directions, des cadres et des médecins coordonnateurs. Si l'EHPAD a déjà une culture de bienveillance, la formation se passe beaucoup mieux, c'est-à-dire on n'est pas là, on porte-parole de professionnels aux directions, on n'est pas là non plus comme en tant qu'inspectrice ou on ne porte pas de jugement, on est là pour soutenir et aider nos professionnels. Donc, une culture de bienveillance de nos parts et de la part des cas de l'EHPAD va aider en tout cas à la formation en tout cas. Après, il y a aussi les non-dits dans la formation. Est-ce que c'est la question de confiance? Est-ce que vous pouvez me faire confiance? Donc, je suis là, il faut que je me présente. Donc, je ne me suis pas présentée. Kate Rouillou, en tout cas, praticien hygiéniste. Donc, je vais dire, je suis là de la part des Hospices civils de Lyon. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour être avec des conflits d'intérêts, en tout cas. Ce n'est pas moi contre vous. Je ne vous juge pas que vous avez mal compris quelque chose. Je ne veux pas que vous restiez défensif. Ce n'est pas le match de foot où on est dans des équipes différentes et on peut tous tirer, essayer de gagner contre l'autre. Hein. On est plutôt là pour être ensemble. Nous, on parle beaucoup de travailler ensemble cette journée et c'était très encourageant en tout cas pour moi aussi d'entendre tout ça. Oui, on est là, on est tous professionnels de santé, on est tous parents d'enfants. À la fin du match, on s'échange des maillots, on aime tous le foot. Donc, on est là, on essaie de faire nos mieux, d'aider les autres. Et on voulait vous dire merci en tout cas. On ne pouvait pas faire notre job tout seul. C'est vous, on n'est pas un masse qui fait le travail tout le temps. Donc, c'est à vous de nous aider. Donc, on parle de confiance, on parle aussi de compétences. D'où viennent toutes ces informations? Est-ce que les données sont fiables? Donc, il faut toujours citer nos sources finalement et qu'ils sont d'origine diverses. Alors, ce sont des données vérifiées, imparfaites peut-être, évolutives toujours, par contre accumulatives et transparentes. Donc, c'est une invitation à réfléchir ensemble, à poser des questions et à chercher ensemble et de montrer que finalement, ça vient d'origine compétente et finalement avec la compassion. Il faut rester à l'écoute, il faut rester humble, rester bienveillant. Nos frères et sœurs africains nous disent, et ils ont raison, que si vous voulez aller vite, il faut aller toute seule, mais si vous voulez aller plus loin, il faut y aller ensemble. C'est la proverbe africaine qui illustre en tout cas le travail de l'équipe mobiligène et des EHPAD et FAMAS. Alors, je vous donne un petit résultat parce que j'aime bien les graphiques aussi, donc je vous donne quand même des graphiques des données. Vous voyez finalement que dans
Donc, c'est des résultats préliminaires, 32 établissements, l'équipe mobiligène HCL. On a quand même des données sur 4 ans, 2016 à 2019, et vous voyez que ça évolue, mais ça évolue vers le mieux. Donc, c'est plutôt encourageant avec un moyen de 28% de professionnels vaccinés. On arrive à 55 pourcentage de professionnels vaccinés en 2019, saison 2019. On n'a pas encore les données pour 2020, 2021, on verra. Et aussi, si vous voyez le moustache, en tout cas, il y a quand même des EHPAD. En fait, j'ai un EHPAD qui arrive à 100% de professionnels vaccinés. J'espère cette année, il y en a plus. Et c'est toujours possible. Donc, en tout cas, les présences des équipes mobiligènes, les échanges avec nos professionnels peuvent aider à motiver à la vaccination avec des bonnes informations et des soutiens de nos parts. Merci beaucoup. Merci Kay, merci beaucoup pour cette présentation très imagée. Merci Kay. Alors, d'une part, c'est vrai qu'on arrive en termes d'horaire au bout de la session, mais ta présentation est vraiment très intéressante et si des personnes veulent rester quelques minutes pour la discussion, des échanges, c'est possible. Voilà, la salle se ferme pas toute seule automatiquement. Tu as déjà beaucoup échangé avec l'ensemble des personnes par le chat. Alors, peut-être qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de remerciements sur ta présentation pour dire que les personnes sont heureuses de profiter de tes formations et de ta bienveillance. Et peut-être que j'ai une question. Tu le présentes effectivement en tant que MH qui est ta fonction. Je reviens toujours au public qu'on a aujourd'hui, qui sont des EHPAD et des établissements médico-sociaux, des FAMMAS qui ne peuvent pas tous profiter des services d'une équipe mobile d'hygiène. Est-ce que tu penses que ce type de présentation, de sensibilisation, quel bagage il faut avoir pour pouvoir la faire dans un établissement? Finalement, qui peut porter ce message dans un établissement, éventuellement un établissement qui n'a pas d'équipe d'hygiène? Oui, en fait, je pense même le médecin coordonnateur ou le cadre de santé, l'idée c'est de vraiment passer par une histoire. Donc, je pense que c'est toujours plus simple de passer par une autre histoire, mais une histoire vraie. Hein, on n'invente pas des choses, ce sont des vécus en tout cas. Donc, de passer par des histoires vraies avec peut-être des aides visuelles tout simples. On pourrait parler de polio avec une image, par exemple, de poumon d'acier, où on pourrait parler d'autres maladies infectieuses et comment ça se transmet avec quelque chose qui nous sort en tout cas de nos bulles nous-mêmes. Ce n'est pas défensif, c'est pas des bonnes réponses aux bonnes questions comme si on est dans une compétition, mais c'est plutôt de chercher ensemble et c'est plus simple parfois de sortir chacune de leur bulle en tout cas et de rentrer dans une autre voyage ensemble. Donc c'est pour ça, je pense que même avec d'autres informations, si on essaie d'illustrer avec quelque chose qu'on a en commun, ça sera plus simple de faire passer le message. Merci Kay. Du coup, je m'adresse à l'ensemble de l'Assemblée, savoir s'il y a une question ou des questions résiduelles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre la parole, allumer directement vos micros. Là, on voit l'ensemble des micros qui s'affichent. Et sinon, mais je te dis un grand merci, Kay, pour cette présentation qui est toujours appréciable, qui nous apporte beaucoup pour la formation et la sensibilisation. Je vous remercie tous et je remercie les intervenants pour leur participation à cette journée. Je remercie les inscrits pour votre présence jusqu'au bout de la journée. Il y avait de l'ordre de 125 connexions dans la journée avec parfois plusieurs personnes derrière une caméra. Je vous rappelle que vous recevrez un lien avec l'ensemble des présentations et des enregistrements et que ceux qui ont besoin d'une attestation de présence
peuvent envoyer un message à l'adresse générique du CEPIAS, une attestation leur sera envoyée. Et nous vous enverrons également une évaluation de la journée à laquelle nous vous demandons de bien vouloir répondre pour qu'on puisse nous s'améliorer, qu'on puisse mesurer les bénéfices ou pas, ou les inconvénients d'une journée en visio, puisque cette journée pour les établissements médico-sociaux a été organisée en visio pour la première année. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir.